Vous savez ce qui est fou? Il existe des gens qui invitent d'autres personnes chez eux sans ressentir immédiatement que leur sanctuaire est menacé, comme s'ils avaient vraiment hâte de ça. Mais il y a ceux qui ne font pas partie de ces gens. Ceux qui préféreraient littéralement se retrouver n'importe où ailleurs, plutôt que d'avoir des visiteurs dans leur espace soigneusement calibré. Ce n'est pas une question d'antisocialité. C'est tellement plus profond que ça. Aujourd'hui, on explore la psychologie de ceux qui détestent recevoir des visiteurs. On va décortiquer pourquoi leur maison est un sanctuaire qu'ils refusent de partager. Et pourquoi ils n'ont absolument pas tort. Prête attention à ce que je vais te révéler, parce qu'aujourd'hui, tu vas encore grandir en connaissance. Voici la chose fondamentale à comprendre. Pour ces personnes, leur maison n'est pas simplement un lieu, c'est leur lieu. Ils ont passé des mois, être des années, à tout ajuster exactement comme il faut. L'éclairage parfait qui ne fatigue pas leurs yeux. La température idéale, ni trop chaud, ni trop froid. Leur tasse préférée à son emplacement exact. Leur couverture pliée selon l'angle précis qui leur convient. Chaque objet a trouvé sa place dans un équilibre fragile. Tout a un rythme qui est distinctement le leur. Une orchestration invisible que seul leur cerveau comprend. Et puis ils invitent des gens. Soudainement, quelqu'un va s'asseoir dans leur spot, utiliser leur salle de bain, toucher leurs affaires, exister dans l'espace qu'ils ont calibré minutieusement pour leur propre confort. Les psychologues appellent ça le confort environnemental. Être parfaitement accordé à son environnement. Et pour ces personnes, ce confort est incroyablement spécifique. Millimétré, non négociable. Imaginez cette scène. Ils ont passé leur samedi à tout organiser exactement comme ils le veulent. Leurs livres sont rangés selon une logique que seuls comprennent. Leur télécommande est à 15 cm du bord du canapé. Leur plaid est plié de cette façon précise qui les réconforte. Puis les invités arrivent. Quelqu'un s'assoit sur leur coussin, quelqu'un déplace la télécommande, quelqu'un déplie le plaid pour avoir plus chaud. Objectivement, ce sont des actions inoffensives. Mais subjectivement, dans leur cerveau, c'est comme si quelqu'un redessinait les lignes de leur monde. Chaque micro-déplacement est une micro-agression contre leur système de confort. Ce n'est pas le désordre qui les dérange, c'est la disruption, la perturbation de l'équilibre qu'ils ont créé. Leur cerveau avait cartographié chaque centimètre de cet espace. Ils savaient exactement où tout se trouvait. Ils pouvaient fonctionner en mode automatique, sans réfléchir. Maintenant, avec des visiteurs, il doit recalculer constamment. Où sont mes affaires maintenant? Est-ce que quelqu'un a touché à ça? Comment je restaure mon ordre après leur départ? C'est de la charge cognitive invisible. Et c'est épuisant. Mais ce n'est que le début de pourquoi recevoir des visiteurs est un cauchemar pour eux. Pour ces personnes, recevoir n'est pas une seule tâche. C'est 7000 micro-tâches déguisées en juste avoir des gens à la maison. D'abord, ils doivent nettoyer. Mais pas nettoyer normalement, nettoyer pour les invités. Ce qui signifie qu'ils deviennent soudainement conscients que les joints de leur salle de bain ont des opinions, qu'il y a de la poussière sur les cadres de porte. Les cadres de porte. Qui regarde ça normalement? Personne. Mais eux maintenant, parce que leurs invités pourraient le faire. Leur cerveau invente des scénarios, et s'ils jugent, ma poussière invisible. Ensuite, la nourriture. Ce n'est pas juste « on commande une pizza ». Non. C'est restrictions alimentaires, préférences personnelles, cette personne qui ne mange pas de glucides après 10 à 8 heures. Ils se retrouvent à googler « apéritifs végans sans gluten » qui n'ont pas le goût de la tristesse à minuit. Et les boissons. Ils doivent avoir plusieurs options. Thé. Mais quel type? Tisane, vert, Earl Grey, noir, café. Mais décaféiné aussi? Jus. Mais lequel? Eau. Plate ou gazeuse? Ils gèrent littéralement un hôtel de boissons. Les psychologues appellent ça la charge cognitive, l'effort mental que le cerveau utilise pour traiter l'information. Pour ceux qui détestent recevoir, c'est de la charge cognitive sous stéroïdes. Leur cerveau fait tourner des dizaines de calculs simultanés. Ils font un timing. À quelle heure ils arrivent? Combien de temps ils restent? Les coordinations. Préparer le repas pour qu'il soit prêt pile au bon moment.
Les dynamiques sociales, qui s'entend avec qui? Qui éviter de mettre côte à côte? Résolution de problèmes. Que faire si quelqu'un renverse quelque chose? Suivons cet exemple. Il est 10 à 7 heures. Les invités arrivent à 10 à 9 heures. Leur cerveau est déjà en surchauffe. Ils ont nettoyé pendant 3 heures. Mais maintenant, ils regardent leur maison et voient 47 nouvelles choses qui clochent. Ce coussin est-il trop vieux? Cette tache sur le mur, elle était là avant? Leur canapé a-t-il toujours eu l'air aussi fatigué? Ils préparent le repas. Mais ils calculent mentalement, si je mets ça au four maintenant, ça sera prêt à 19 Wind. Mais s'ils arrivent en retard, trop cuit. S'ils arrivent en avance, pas prêt. Ils doivent synchroniser 5 plats différents pour qu'ils soient chauds au même moment. Ils ne sont pas des hôtes, ils sont des chefs d'orchestre logistique. C'est comme jouer aux échecs en 4D avec l'étiquette sociale. Et ils sont déjà épuisés avant même que quelqu'un ne sonne à la porte. Les neurosciences montrent que ce type de multitâche cognitif intense draine les réserves mentales plus vite que n'importe quelle autre activité. Après une soirée où ils ont reçu, ils ne sont pas juste fatigués, ils sont neurologiquement vidés. Mais la charge cognitive n'est rien comparée à ce qui suit. Quand ces personnes reçoivent, leur maison se transforme en scène. Et eux, ils deviennent simultanément l'acteur principal, le metteur en scène et le régisseur de salle. Le tout enroulé dans un burrito anxieux, il existe un concept psychologique appelé la gestion d'impression. Contrôlez comment les autres vous perçoivent. Pour ceux qui détestent recevoir, ce mécanisme est poussé à 11 sur une échelle de 10. Il ne gère pas seulement l'impression qu'on a d'eux, il gère l'impression de leur entier, espace soigneusement créé. Chaque choix est exposé au jugement potentiel. Leur esthétique minimaliste, on l'évalue. Leur collection de livres, on lit les titres sur les tranches. Leurs œuvres d'art, on se forge des opinions. Leurs plantes, tiens, celle-là est en train de mourir. Voici le truc. Même si leurs invités ne les jugeront jamais réellement, et ils ne le feront probablement pas, leur cerveau s'en fiche complètement de cette logique. Leur cerveau est convaincu que les visiteurs mènent une analyse criminalistique de leur sélection de coussins décoratifs, qu'ils notent mentalement chaque imperfection, qu'ils rentreront chez eux pour discuter de leur choix de rideaux. C'est irrationnel, ils le savent, mais leur amygdale ne fonctionne pas à la rationalité. L'exemple. Ils ont des invités au salon. Pendant que les visiteurs parlent, une partie de leur cerveau écoute la conversation, mais l'autre partie fait ça. Est-ce qu'ils remarquent cette éraflure sur la table basse? Mon canapé est-il confortable pour eux? Devrais-je leur proposer autre chose à boire? Est-ce que cette décoration fait trop essayer trop fort? Ou pas assez? Pourquoi cette pièce semble soudainement moche alors qu'hier je l'adorais? Ils ne sont pas présents. Ils voient leur propre maison à travers les yeux imaginaires de leurs invités. Et dans cette version, tout est insuffisant. Les études montrent que les introvertis utilisent plus d'énergie cognitive pour traiter les interactions sociales. Recevoir chez eux multiplie cette dépense par un facteur énorme. Et maintenant, on entre dans quelque chose de primal. Soyons primo une seconde. Les humains sont territoriaux. Ça a toujours été le cas. C'est câblé dans notre ADN depuis l'époque des cavernes. Pour ces personnes, leur maison est leur sanctuaire, leur forteresse, leur royaume où ils font les règles, où tout existe exactement comme ils le veulent. Puis ils invitent des gens, et tout change. Les psychologues environnementaux parlent d'espace personnel et de comportement territorial. Leur maison est l'expression ultime des deux. C'est l'endroit où ils existent authentiquement. Pantalon optionnel, silence complet pendant 1 heure, valide. Dîner à 20 et 1 heure en lisant, c'est leur choix. Mais quand les invités arrivent, ce sanctuaire devient un espace partagé. Ils ne peuvent plus juste exister, ils doivent jouer le rôle d'hôte. Les règles changent. L'ambiance pivote. Ils maintiennent l'atmosphère qu'ils ont travaillé à créer tout en accommodant l'énergie des autres dedans. Normalement, ils rentrent chez eux après le travail. Ils enlèvent leur masque social. Ils se mettent en mode confort total. Ils parlent à voix haute à eux-mêmes si ça leur chante. Ils chantent sous la douche. Ils mangent directement dans la casserole debout devant le frigo. Zéro jugement, zéro performance. Mais avec des invités,
Ils doivent rester onds, sourire, être engageants, divertissants, dans le seul endroit où ils devraient pouvoir complètement baisser leur garde. C'est comme si quelqu'un les obligeait à porter un costume dans leur propre chambre. Ce n'est pas une question de désordre, c'est que la simple présence de quelqu'un d'autre altère fondamentalement leur environnement soigneusement cultivé. La voix des visiteurs change l'acoustique de leur maison. Le silence parfait qu'ils aiment, brisé. Les mouvements des invités perturbent la tranquillité. Cette paix immobile qu'ils ont créée, agitée. Le simple fait que quelqu'un soit là transforme leur station de recharge en salle de spectacle. Et s'ils ont de l'anxiété ou des sensibilités sensorielles, il faut multiplier tout ça par 1000. Pour eux, d'autres personnes dans leur espace, c'est comme si quelqu'un réarrangeait leurs meubles mentaux intérieurs sans permission. Les neurosciences montrent que pour les personnes avec un système nerveux sensible, les changements environnementaux créent un stress neurologique mesurable. Leur cortisol augmente. Leur système parasympathique se désactive. Ils sont en mode survie dans leur propre sanctuaire. Mais il y a une couche encore plus profonde. Leur maison n'est pas juste confortable, elle est précisément confortable. Ils ont passé du temps à créer un environnement qui soutient leur système nerveux. L'éclairage n'est pas trop intense. Les sons sont familiers et prévisibles. Les odeurs sont les leurs. La température est calibrée au degré près. Tout, de l'arrangement des meubles au bruit ambiant, a été optimisé pour leurs besoins spécifiques. Les psychologues appellent ça la maîtrise environnementale. Contrôler son environnement d'une manière qui soutient le bien-être. Pas la perfection digne d'Instagram. Juste un espace qui fonctionne pour eux. Puis, les invités arrivent. Et ils se retrouvent à gérer le confort des autres pendant que le leur s'évapore complètement. Quelqu'un a froid. Ils ajustent le chauffage. Maintenant, eux, ils sont inconfortables. Quelqu'un ouvre une fenêtre. Leur environnement contrôlé est perturbé. Quelqu'un parle fort. Leur acoustique paisible explose. Exemple. Ils ont réglé leur thermostat à exactement 20 degrés. C'est leur température parfaite. Ni trop chaud, ni trop froid. Leur invité arrive. « Oh, il fait un peu frais ici, non ?» Il monte à 22 degrés. Pour les 3 heures suivantes, ils transpirent silencieusement dans leur propre salon. Mais ils ne disent rien. Parce qu'ils sont l'hôte. Le confort des invités passe avant le leur. Dans leur propre maison. Où quelqu'un dit « Ça sent bon, qu'est-ce que c'est ?» C'est leur bougie préférée qu'ils allument tous les soirs. Mais maintenant que quelqu'un l'a remarqué, elle ne leur appartient plus vraiment. Elle est devenue un sujet de conversation, un objet exposé. Ils ne s'inquiètent pas du désordre. Ils pleurent la perte temporaire de leur baseline de confort. Cette sensation de chez-moi qui leur permet de respirer profondément. Elle disparaît quand d'autres personnes imposent leurs besoins sur leur espace. Les recherches en psychologie environnementale montrent que cette perte de contrôle environnemental augmente le stress physiologique mesurable. Leur fréquence cardiaque augmente, leur cortisol grimpe. Leur système nerveux ne peut plus se reposer, dans le seul endroit où il devrait pouvoir le faire. Et maintenant, la partie la plus vulnérable. Recevoir exige de la vulnérabilité. Ils ouvrent leur monde privé aux autres. Ils laissent les visiteurs voir comment ils vivent vraiment, ce qu'ils valorisent, ce qu'ils ont choisi de mettre autour d'eux. C'est intime d'une façon que se retrouver dans un bar ne l'est tout simplement pas. La chercheuse Brené Brown parle de la vulnérabilité comme étant incertitude, risque et exposition émotionnelle. Pour ceux qui détestent recevoir, ça touche les 3 simultanément. Ils sont incertains si les gens comprendront leur espace. Ils risquent le jugement. Ils sont émotionnellement exposés parce que leur sanctuaire est exposé. L'exemple. Leur invité entre dans leur salon. Il regarde autour de lui. Dans ce moment, il ne voit pas juste des meubles. Il voit leurs choix, leurs priorités, leurs goûts. Cette bibliothèque pleine de livres de développement personnel, elle révèle qu'ils travaillent sur eux-mêmes. Ces photos de famille sur le mur, elles montrent qui compte pour eux. Ce coin créatif, avec leurs outils de dessin, il expose leur passion secrète. Leur salon n'est pas neutre. C'est leur monde intérieur, externalisé. Et quelqu'un est en train de le lire comme un livre ouvert. Leur maison est une extension d'eux-mêmes.
Quand quelqu'un y entre, il ne voit pas juste un espace. Il voit qui ils sont vraiment. C'est beaucoup. Vraiment beaucoup. Pour ces personnes, ce niveau d'exposition crée une anxiété paralysante. Parce qu'ils ne peuvent pas contrôler l'interprétation. Ils peuvent juste espérer que les visiteurs comprendront. Et les réseaux sociaux ont rendu tout ça encore pire. Les réseaux sociaux ont absolument détruit ces personnes sur ce plan. Tout le monde poste ces moments de réception parfaits. Planches de charcuterie arrangées esthétiquement. Tables dressées dignes de Pinterest. Rires candides qui ont définitivement été mis en scène 3 fois. Et soudainement, pour eux, inviter quelqu'un pour un café semble nécessiter un budget de production et un directeur créatif. Les psychologues appellent ça la comparaison sociale. Se mesurer par rapport aux autres. Et pour ceux qui détestent recevoir, c'est une recette parfaite pour amplifier cette haine. Parce qu'ils comparent leur chaos en coulisses au highlight reel parfait des autres. Ils ne voient pas les 47 prises ratées de la photo. Ils ne voient pas la crise de panique à 2 heures du matin. Ils ne voient pas la maison en désordre juste hors cadre. Ils voient juste la perfection finale. Et ils pensent qu'ILS doivent atteindre ça. Ils scrollent Instagram avant de recevoir. Ils voient Sarah qui a organisé un brunch improvisé. Nappe assortie, fleurs fraîches, vaisselle vintage parfaite. Photos prises avec un éclairage naturel professionnel. Puis ils regardent leur table. Assiettes dépareillées, nappes froissées, décoration inexistante. Ils se sentent soudainement inadéquats. Mais voici la réalité que personne ne dit. Leurs invités veulent probablement juste passer du temps avec eux. Ils ne veulent pas de cocktail thématique avec serviettes coordonnées. Mais essayez de convaincre leur cerveau anxieux de ça à 2 heures du matin quand ils spiralisent. Cette pression sociale crée une anxiété de performance massive. Ils n'invitent plus quelqu'un pour partager un moment. Ils organisent un événement qui doit être digne d'être photographié. Sinon, ils ont échoué. C'est épuisant avant même de commencer. Et finalement, le problème ultime. Quand ils retrouvent quelqu'un dans un lieu neutre, ils gardent le contrôle total. Mauvaise conversation, ils inventent une urgence. Ils se sentent surstimulés, ils font une Irish goodbye discrète. Ils maintiennent leur autonomie de stratégie de sortie. Mais quand les gens sont dans leur maison, ils sont piégés. Ils ne peuvent pas quitter leur propre sanctuaire. Ils gèrent la situation jusqu'à l'heure de départ socialement acceptable, qui peut être n'importe où entre 30 minutes et 5 heures, selon le niveau d'inconscience de leurs invités sur les signaux sociaux. Il est 23 heures. Leurs invités sont là depuis 4 heures. Ils sont épuisés, socialement vidés. Ils veulent juste qu'ils partent. Ils bâillent ostensiblement. Les invités ne remarquent pas. Ils commencent à ranger discrètement. Les invités ne captent pas le message. Ils disent « Bon, il se fait tard ». Les invités répondent « Oui, on devrait vraiment faire ça plus souvent ». Et il reste encore 45 minutes. Dans un café, ils auraient dit « Bon, je dois y aller » et seraient partis. Mais dans leur propre maison, ils ne peuvent pas partir. Ils sont otages de leur propre hospitalité. Pire encore, ils ne sont plus en contrôle de leur espace. Ils ne peuvent pas aller s'allonger dans leur chambre. Ils ne peuvent pas se retirer vers leurs activités de confort habituelles. Ils doivent rester présents, engagés, en mode hôte, dans l'endroit précis où ils devraient pouvoir complètement baisser leur garde. Pour ces personnes qui valorisent l'autonomie, cette absence de stratégie de sortie dans leur propre maison est genuinement angoissante. Les neurosciences montrent que le sentiment de contrôle est crucial pour la régulation du stress. Quand ils perdent ce contrôle, leur cerveau active les mêmes circuits que lors d'une menace. Ils sont en stress dans leur lieu de sécurité. C'est un paradoxe neurologique qui crée une détresse profonde. Abonnez-vous si vous vous reconnaissez dans ce profil. Et dans la prochaine vidéo, on décortique pourquoi les gens qui adorent organiser ne sont pas des contrôlants. Ils régulent leur système nerveux. Cliquez dessus. Vous allez comprendre tellement de choses.